Bonjour et bienvenue dans Canal et compagnie. Ravi d'être avec vous pour cette fin de semaine, mais surtout cette dernière émission avant les congés de Pâques. Alors émission fleurie. Tout à l'heure, on va passer de la plante au bois, puisque c'est Hélène qui sera avec nous pour nous apprendre à reconnaître les différentes essences de bois. Mais tout de suite, c'est Damien Barbieux qui est avec nous. Bonjour Damien. Bonjour Corinne. Notre conseiller en horticulture. On va dire ça comme ça? Si tu veux. Voilà. Oui. Et Fabien Stadnik. Bonjour Corinne. Fleuriste des Jardins d'Anaïs et qui est notre aujourd'hui conseiller en tout cas pour les soins des plantes intérieures. Oui, c'est ça. Alors voilà, ça va être les vacances de Pâques. Normalement, on aura du soleil. En théorie. En théorie. Et on se dit que c'est un peu la période où on a envie de prendre soin de nos plantes, notamment de les rempoter parce qu'on peut les amener vers l'extérieur s'il ne pleut pas. Ouais. Mais avant de parler rempotage, Fabien, tu vas nous donner des conseils par rapport à leur entretien. Et on va voir en fait que c'est assez vaste et surtout que finalement, l'entretien va aussi dépendre de l'intérieur qu'on a, de la plante qu'on a choisie. Et du coup, ça, c'est fort lié. Idéalement, on va choisir le type de plante en fonction de l'intérieur qu'on a. C'est l'idéal. On a tendance à se faire plaisir, mais ce n'est pas toujours en adéquation avec l'intérieur qu'on a. Et ça va même plus loin que l'intérieur qu'on a. Ça dépend de la pièce où on veut la mettre. Tout à fait. Et également de son exposition. La luminosité, la température et le degré d'hydrométrie aussi de la pièce. Voilà, donc 3 choses dont on doit tenir compte. La température, la lumière et le degré d'humidité. Voilà, oui. Et qu'est-ce que tu nous conseilles pour quel type d'intérieur ? Par exemple, si on a une maison où la température reste constante, là on peut plus se diriger vers des plantes, je dirais comme l'orchidée, la phalaenopsis, comme celle-ci, des plantes qui demandent une température constante. Et quand tu dis constant, chaud ou 20-25 degrés, ça va. Normal, quoi. Oui, normal. Oui. Un intérieur voilà. avec... Oui. Donc il y a toutes les plantes tropicales, entre guillemets, elles supportent une température un peu plus élevée, mais on peut très bien les conserver dans une vingtaine de degrés, elles se porteront bien, pour peu qu'elles aient suffisamment de lumière. D'accord. Donc, pareil pour l'orchidée, beaucoup de lumière aussi? Oui, beaucoup de clarté. Oui. Et oui, on avait parlé d'ailleurs, on avait fait une spéciale orchidée il y a un an. Et quand tu dis beaucoup de lumière, il peut y avoir trop de lumière aussi. Lumière directe, pas directe? Ça dépend les orchidées. Donc par exemple la phalaenopsis, la plus classique, celle-là elle a besoin de beaucoup de lumière mais pas le plein soleil. Donc en hiver, je dirais septembre, octobre, novembre, décembre, on peut la mettre plus à la lumière parce que comme la lumière décroît en Belgique, on peut la rapprocher d'une fenêtre au sud, par exemple, alors qu'en été, on va la protéger soit par un voilage, soit la reculer dans la pièce pour qu'elle ait de la lumière, mais pas le soleil qui va brûler les feuilles. D'accord. Et quand tu disais les plantes tropicales, on a des exemples ici. Le palmier, ça paraît peut-être un peu bête de dire ça. Oui, le palmier, c'est effectivement... un phénix, mais oui. Donc on a le phénix. On peut aussi partir sur tout ce qui est plantes méditerranéenne, entre guillemets, donc comme les aloés, les rhipsalis, on peut aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? Les kalanchoé, donc c'est la petite plante aussi traditionnelle. Celle-là, elle est vraiment pas compliquée. Je dirais pour commencer, c'est quelque chose d'assez simple. Tu veux dire pour commencer, quand on n'a pas, la main verte comme moi? La main verte, on l'attrape. Il n'y a pas de souci tant qu'on fait ce qu'il faut. Il faut en fait comprendre les besoins de la plante et puis après ça va tout seul. Ça reste un être vivant. Voilà. Donc, il faut l'observer. Et se poser peut-être la question, tiens justement, on vient de parler des conditions de luminosité. Ces plantes, elles sortent de serre où elles sont chouchoutées, elles ont tout ce qu'il leur faut, la lumière exactement, l'humidité, là on n'en a pas encore parlé, la nutrition. Et tout d'un coup, je ne parle même pas de celles qui peuvent avoir des chocs thermiques entre la serre et l'endroit où on va les acheter. Mais malgré tout, elles vont avoir un temps d'adaptation dans leur nouveau décor. Et demander d'ailleurs conseil aussi dans la jardinerie où on va. J'imagine qu'ils savent aussi conseiller le type de plante qu'on doit prendre. Donc bien spécifier, comme je disais, les conditions dans lesquelles elle va être. Soit la pièce est éclairée ou pas trop. La température, si elle reste constante ou s'il y a des brusques variations. Si on coupe le chauffage quand on part travailler et qu'il fait 10 degrés dans la maison, qu'après le soir il en fait 30, c'est un choc pour la plante. Donc il faut choisir des plantes qui s'y adapteront aussi. Mais justement, là on a parlé finalement de plantes que tu dis simples, mais qui ont quand même besoin de quelque chose d'assez, un peu tout le temps, d'assez constant. Mais est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent justement s'adapter? Par exemple, j'ai une véranda, on imagine dans une véranda, je n'ai pas de véranda, mais ou derrière une vitre où il y a beaucoup de soleil, etc. Et est-ce que là, on peut quand même mettre des plantes? Oui, bien sûr. Mais par exemple, chez moi, il y avait un phénix comme ça.
qui supportait évidemment... Alors le phénix, est-ce que tu peux montrer Fabien? C'est le palmier. Ah oui, le phénix, c'est le palmier. Oui, qui supportait tout à fait la chaleur dans la véranda pendant l'été. Et puis en hiver, on le laissait là parce qu'il était devenu immense. On ne savait plus bouger. On ne savait plus bouger. Ouais. Et donc, tant que dans la véranda, ça ne descendait pas à moins 10, il n'y avait aucun problème, quoi. 2-3 degrés, c'est des plantes qui sont... Donc les plantes tropicales, d'une manière générale, on peut les mettre derrière... je parle vraiment là d'une vitre au sud, ça fonctionne. Pas toutes. Non, pas voilà. toutes. Il y a aussi le problème, on va revenir dessus, de l'humidité. Les tropiques, il y en a beaucoup. Il y a des tropiques sèches, il y a des tropiques humides. Oui. Et une plante dont l'origine naturelle est plutôt, je veux dire, la forêt amazonienne, ou en tout cas un endroit avec une forte humidité, tu la mets en plein soleil, elle va salle de bain derrière une vitre? Salle de bain quand il y a de la lumière. Quand il y a de la lumière. Il y a des lumières avec. Il y a des salles de bain, par exemple, avec une vitre. Et là, on a un taux d'humidité important, une certaine chaleur en général dans une salle de bain. Et si en plus elle est derrière une vitre, alors là, qu'est-ce qui convient? Je pose la question parce que ça m'intéresse. Les orchidées, des fougères, les fougères, ça peut aller aussi. Ça, par exemple, ça m'étonne. Les fougères, je pensais justement que c'était plutôt une plante d'ombre. Non, on a besoin de lumière quand même. Ça dépend des fougères. Ça dépend des fougères. Oui, tu as les fougères qui poussent chez nous naturellement dans les sous-bois. Et puis tu as des fougères qui sont plus aussi de nouveau des plantes de forêt qui ont... Ouais, et puis on ne peut jamais dire, même si tu as tout ton toit de la salle de bain qui est... vitré, voilà, merci. Pas pratique, ça vaut une salle de bain. Mais sinon, tu vas quand même toujours avoir une lumière un peu diffuse. D'accord. Donc, on l'a compris, voilà, c'est vraiment un élément dont il faut tenir compte. Et le mieux, c'est de savoir où on va la mettre et de faire vraiment en fonction du taux d'humidité, de l'exposition à la lumière directe ou pas directe. Et des variations de température. Mais il n'y a pas que ça qui est important. Il y a également l'arrosage, enfin la nourriture. Et d'une manière, on parlera nourriture, engrais avec Damien, mais il y a également l'eau au niveau de ce qu'on doit lui donner. Oui, ça, les personnes qui disent qu'ils n'ont pas la main verte, souvent elles oublient d'arroser. Ou elles arrosent trop. Non, souvent elles oublient. Et puis après, elles se disent « elle a quand même une drôle de tête, je vais quand même lui mettre un coup d'eau ». Et elles en mettent 1 litre. C'est pas ce qu'il faut faire. Généralement, mieux vaut faire quelque chose de constant, plus régulier, et là, la plante se porte mieux. Si tu la mets au régime pendant 2 semaines et que d'un seul coup tu la noies, elle n'appréciera pas. Et quels sont les signes d'une plante qui manque d'eau? Ça dépend de la plante. C'est vrai. C'est pas pour rien que c'est compliqué. C'est tellement vaste que... Ouais. Donc par exemple, tu vois l'azalée, donc la petite plante qu'on voit pour l'instant en hiver, l'azalée d'intérieur, elle a besoin de beaucoup d'eau. Donc il faut l'arroser. Quand tu dis beaucoup d'eau, c'est un arrosage quotidien si tu as une source de chaleur. Oui. Moi je sais que j'en ai une à la maison. Il fait à peu près 20-25 degrés dans cette pièce-là. Tous les soirs, je mets un petit fond d'eau et le matin, il n'y en a plus. La motte doit toujours rester humide. Il faut dire aussi qu'elle a une motte très serrée. Les racines sont... Et donc du coup, elle a besoin de plus d'eau. Oui. Donc celle-là, c'est tous les jours. Si tu l'oublies, et comment est-ce que tu vois qu'elle n'en a pas assez? Tu vas avoir le bout des feuilles qui vont commencer à brunir. Regarder le sol. Alors justement, un bout de feuille qui devient brun n'est pas signe de trop d'eau. Parce que c'est signe de sécheresse plutôt. Ça dépend. Donc soit de sécheresse, soit de trop d'eau parfois, soit de pas assez. Donc par exemple le chlorophytum, donc c'est ça. Tu vois, c'est une plante qu'on voit souvent dans les intérieurs. Le bout des feuilles devient souvent brun, c'est parce qu'elle manque d'humidité. C'est une plante qui est originaire d'Afrique, donc même principe, zone équatoriale, 80% d'humidité. Quand elle arrive dans un intérieur sec, même si on lui fournit de l'eau par le bas, le feuillage n'a pas assez d'humidité, donc les pointes se dessèchent. Donc ce qui est l'idéal de faire dans ce cas-là, c'est de mettre un lit de gravier dans le cache-pot, laisser de l'eau dans les graviers, comme ça une humidité ambiante qui va donner de l'humidité à la plante. Ça fait toujours du bien. Et vaporiser la plante avec de l'eau? Oui, mais pas toute non plus. Et il faut faire attention parce que si par exemple on a une atmosphère qui est trop sèche, c'est pas trop grave parce que l'humidité va s'échapper, mais si elle est fraîche et reste un petit peu humide, tu peux avoir formation de certains champignons qui vont faire pourrir ta plante. D'accord. Donc par exemple le rhipsalis, donc c'est la plante grasse que tu as juste devant. C'est une plante épiphyte, donc c'est-à-dire qu'elle pousse sur les arbres ou des choses comme ça. Elle n'a pas un système racinaire très développé. De zone tropicale, elle a besoin d'une humidité, mais pas d'un arrosage vraiment abondant, sinon les racines vont pourrir. Et si tu la vaporises de trop, il va se former de l'humidité dans le cœur de la plante et elle va pourrir parce que ce sont des tiges spongieuses, elles sont assez molles et le champignon va s'installer directement et ça va faire
faire pourrir le cœur. Et là, tu risques de perdre ta plante. Donc, comme vient de le dire Fabien, effectivement, la plante, elle ne doit pas tremper dans l'eau. Voilà. Un peu de gravier, un peu de billes d'argex si on n'a pas un. C'est l'idéal quand même, ça, les billes d'argex. Bah, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est léger, ça peut être utilisé après dans des mélanges de terreau. Bon, on en parlera avec le rempotage. Ça allège. Ça peut être intéressant aussi. Et une plante qui, j'allais dire un truc que je ne dois pas dire, mais qui oups, voilà. Ben ça, c'est soit elle a eu trop d'eau, soit pas assez. Même principe. Donc, si, par exemple, l'orchidée... elle peut commencer à être flétrie parce qu'elle en a eu trop. Parce que le système racinaire a pourri. Et du coup, les feuilles retombent parce qu'elle ne peut plus assimiler l'eau au niveau de ses racines. Donc, du coup, elle se dessèche. Et on a beau arroser, ça ne sert à rien. Si le système racinaire est mort, la plante ne reformera plus correctement ses réserves en eau. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment regarder les racines pour une orchidée. Quand elles deviennent noires, c'est que ça va pas. C'est que ça va pas. Et à l'inverse, elle peut aussi perdre ses feuilles. En fait, quand je dis oui, allez, je ne trouve pas le terme, mais qu'elle n'est pas contente, quoi. Elle est flétrie, voilà. Ça peut être donc soit un manque ou un trop d'eau. Et quand elle perd ses feuilles ? Quand elle perd ses feuilles, si ce sont les feuilles du bas, ça va encore. Oui, mais le phalaenopsis, c'est quand même une plante relativement costaud. C'est coriace. Le phalaenopsis. L'orchidée. Et donc, oui, mais c'est parce que... Et donc, lui peut se permettre même de perdre une ou deux feuilles. Ce qui est important, on l'avait dit dans l'émission spéciale, c'est la couleur des racines, quoi. Les racines peuvent être... si elles sont noires, c'est pas bon. C'est pas bon. Si elles sont claires, gris clair, alors à ce moment-là... Ah bah oui, parce qu'en plus, elles ont souvent des peaux, justement, qui nous permettent de voir les racines, oui. Celle-là, on voit, mais elle est en pleine forme, celle-là. Oui, celle-là, oui, quand même, c'est mieux. Donc tu vois, on voit bien les racines qui sont en bon état, elles sont blanches, enfin elles sont verdâtres parce qu'elles ont été arrosées il n'y a pas longtemps. Là, elles commencent à devenir un peu blanchâtres ici, mais elles sont en pleine forme. Maintenant, si tu as des racines qui sont vraiment noires, je regarde s'il n'y en a pas une qui traîne sur le côté. Non, j'en ai pas du tout. De toute façon, tu le vois bien, hein, quand elles deviennent noires, tout le contenant est noir. D'accord. Et par exemple, une fougère qui commence à perdre ses feuilles, ça devient brun et puis elle perd ses feuilles. C'est trop ou pas assez d'eau ? Enfin, moi, je dirais manque d'humidité. Oui, souvent. C'est l'humidité. Oui. Là, la fougère, elle supporte les aspersions. Hein, ça vaut le coup de temps en temps de la mettre dans la baignoire, par exemple, ou dans la douche. Oui, j'avais déjà entendu ça. Donc ça, il y a quand même des plantes qui peuvent le supporter. Ça peut beaucoup. Donc immersion dans l'eau, pas dans... Mais pas spécialement immersion. Une douche et puis on les retire. Oui, c'est ça. Ça peut leur faire du bien également. Oui. Parce que comme souvent, elles ont un cœur qui est relativement dense, tu vas avoir un peu d'eau qui va rester, et puis ça va s'évaporer, et ça va lui apporter ce qu'il faut. Pas simple, hein. Mais ça, même principe, tu vois, par exemple, les fougères dans une salle de bain, si tu les arroses comme ça à la douche, si tu as des brusques variations de température dans ta salle de bain, elles ne vont pas apprécier. Parce que du coup, quand il va faire trop froid, il y a des champignons qui vont s'installer, et là, elle va perdre ses feuilles et tout, donc... ça n'ira pas non plus. Ça n'ira pas non plus. Si on veut mettre une plante d'origine tropicale dans une pièce, il faut vraiment que la température soit constante. Ça, de toute façon, ça c'est une chose à retenir. Et on a parlé justement des endroits très éclairés, soleil direct, mais si à l'inverse on est dans un endroit sombre et aussi près d'un feu, une cheminée, poêle à pellets ou poêle à bois. Il y en a qui peuvent s'adapter à ça. On opte pour les plantes artificielles, là il n'y a pas de souci. Oui, il y a des conditions là où c'est impossible. Oui, c'est ça. Donc pas de lumière, le poêle à bois, faut pas exagérer. Pas de lumière, ça pas de lumière, ça on oublie. Il faut de toute façon. Ou alors on investit dans un éclairage artificiel, on met juste au-dessus de la plante, ça fonctionne, mais il faut allumer le matin avant de partir. Oui, c'est un peu dommage, surtout qu'on a une période quand même où on essaye écologiquement, économiquement de ne pas... Dans ce cas-là, on se reporte sur les fleurs coupées, comme ça on en profite quand elles sont faites, c'est bon. Et puis, chez son fleuriste. Voilà. Et alors, je voulais quand même parler de celle qui est derrière toi, parce que celle-là, en fait, elle peut avoir soit les feuilles très vertes, et si les feuilles sont un petit peu roussies, c'est effectivement parce qu'elle a eu beaucoup de soleil, mais c'est pas dérangeant parce que ça peut être joli aussi, ça lui donne un aspect bicolore. Donc ça ne veut pas dire qu'elle se porte mal. Non, elle a juste eu un petit peu souffert de la clarté trop forte en été, donc du coup, les tiges se sont recroquevillées, tu vois. Celles du bas qui ont été plus à l'abri restent bien épaisses et plus vertes. C'est vraiment celles qui ont subi la brûlure du soleil qui attrapent un aspect un peu roussi.
Roussi, mais c'est limite rose, c'est plutôt Oui, joli, je c'est trouve. pas c'est dérangeant. lavande color, Juste oui. aussi signaler que souvent les plantes qui ont des feuilles avec du blanc panaché sont des plantes qui ont moins de superficie pour assimiler la chlorophylle et qui ont plus besoin de clarté. Donc, si je prends par exemple un grand classique comme le Ficus benjamina, tu as des verts. Le ficus. Oui, le ficus, c'est avec les petites feuilles. Tu en as des formes panachées. Celles-là auront besoin d'un peu plus de lumière. D'accord, donc on peut dire que quand il y a du blanc sur la feuille, elles ont C'est besoin de plus de joli. lumière. C'est joli, C'est intéressant déjà, voilà mais un pas le plein indice. soleil non plus. Mais pas le plein soleil non Oui, plus. parce que souvent elles sont sensibles au trop de lumière aussi. Ça brûle assez facilement. En fait, il n'y a rien à faire. Il faut vraiment, en fonction de l'endroit où on va la mettre, et puis après, prendre tous les renseignements. C'est assez compliqué, c'est une vraie science, quoi. Hein. Disons qu'une fois qu'on a les conditions dans lesquelles elles vont être, après, on peut proposer différentes sortes de plantes. Mais il faut vraiment connaître les conditions dans lesquelles elles vont être. Ça, c'est vraiment le plus important. Et les petites mouchettes, ça, c'est tout mauvais signe, ça. Ah oui, c'est ça. Les mouchettes, les cochenilles. Les cochenilles, les cochenilles. aussi. Et là, c'est quoi? Trop d'humidité? Ah non, c'est pas de chance. C'est fini? Ah non, c'est pas de chance. C'est pas de chance, c'est qu'à un moment donné, la plante était en contact avec justement cet insecte qui sont effectivement soit les petites, ça s'appelle les aleuraudes, les mouchettes blanches, soit avec des cochenilles. Et là, il faut regarder parce qu'on va avoir des espèces de boudoites, on a l'impression des boudoites, surtout dans les embranchements ou des petites verrues, si c'est les cochenilles à coque. Les cochenilles à coque. Et donc là, il existe des produits, ou alors un peu d'huile de bras avec de l'eau un peu chaude, à 40 degrés. Mais c'est pas gagné. Ah, c'est surtout... Plus tu laisses aller les choses, plus ça va être difficile forcément à rattraper. En tout cas, d'une manière générale, si une plante se plaît bien là où elle est, ne la changez pas d'endroit. Voilà. C'est ça, laissez-la là. Et voilà, ça c'est un bon indice quand même. Si elle se plaît bien, d'accord. La deuxième chose à la limite qu'il faudrait voir aussi quand on veut choisir une plante, c'est savoir le temps qu'on peut lui consacrer. Si c'est une plante qui demande beaucoup de temps ou pas. Voilà. D'accord, oui. Encore une fois, c'est un être vivant, donc forcément... Et avant de parler du rempotage, Fabien, également, il y a des plantes qui sont toxiques, donc à ne pas mettre dans certains endroits, et il y en a d'autres qui sont purifiantes, c'est ça? Oui, donc j'en ai pris quelques-unes ici, des plantes toxiques, comme par exemple le lierre, que tu as juste là. Ah, ici Ah, le lierre est toxique? On est bien d'accord, hein, c'est toxique s'il y a des gosses qui commencent à manger les feuilles. Oui, d'accord, sinon c'est pas toxique. Non, voilà, donc ça ne doit pas... Et ça le ne doit chien, pas être par ingéré. exemple C'est pareil, il ne faut pas qu'il mange les feuilles. D'accord, donc quand on a une façade remplie de lierre... En général, ils n'y vont pas. Mais les enfants ne vont pas sur la façade manger, c'est clair. Non, mais le lierre aussi en plus... Je ne vais pas dire un goût parce que je ne goûte pas tous les jours, mais il y a quand même une odeur particulière. Toxique, hein, et alors, en règle générale, toutes les plantes qui ont un suc blanchâtre qui s'échappe, donc notamment... Le côté. Oui, voilà. Le côté. Le ficus... Ça aussi, c'est toxique. C'est toxique. Oui. D'accord, ok. Donc ça veut dire aussi, par exemple, si tu nettoies et que tu as un peu de... Je ne dois pas mettre après, je dois me laver les mains. Donc effectivement, faire attention pour les enfants, mais comme tu disais, les animaux, en général, ils savent, et du coup, mais bon, voilà, se méfier. Et à l'inverse, des purifiantes, on en a ici? Alors le chlorophytum, toujours, donc la grande classique des intérieurs. Oui. Celle-ci, qu'est-ce qu'on a encore? On a le phénix, celui-là aussi. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Aide-moi un petit peu. Je dois t'avouer que c'est pas mon pour le reste, et donc du coup, une plante comme ça purifiante, la mettre dans une chambre alors? Non, pas spécialement. Oui, mais en tout cas, on sait qu'elle est purifiante. Voilà, quoi. donc en fonction des plantes, elles peuvent absorber certaines molécules. Donc les benzènes, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc quand on sait à quel point la pollution intérieure est importante dans nos maisons, c'est quand même chouette finalement d'avoir quelques plantes purifiantes tant qu'à faire. Hein. D'un autre côté, il ne faut pas non plus, je veux dire, si tu n'aimes pas les mauvaises odeurs et que tu commences à pulvériser un spray, c'est pas ta malheureuse plante qui va commencer à tout récupérer. Oui. Et puis la chambre à coucher, il y a des plantes qui s'adaptent à la chambre à coucher. Même principe, ça dépend des conditions dans lesquelles est la chambre. Mais pour la nuit, enfin, on n'a pas, c'est pas le problème du rejet. On a beaucoup exagéré le caractère. Bon, c'est vrai que naturellement, une plante pendant la journée, elle va dégager de l'oxygène.
parce qu'elle fait. Et le soir, et pendant la nuit, elle va redégager un peu de CO2. Voilà. Maintenant, elle en dégage. Non. Sauf si tu dors dans voilà, une forêt il ne faut pas dormir vierge, dans une c'est serre, autre chose. quoi. Mais on peut se permettre une plante dans une chambre. Oui, sans aucun problème. Voilà. Nous-mêmes, on redégage du CO2 de toute façon. façon. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Tant qu'il y a une bonne aération dans la maison, il n'y a pas de souci. Côté rempotage, quand est-ce qu'on sait qu'on doit rempoter? De nouveau, en regardant la plante. En n'hésitant pas à la sortir délicatement de son pot et voir un peu dans quel état sont les racines. C'est-à-dire donc C'est-à-dire que si les racines ont colonisé, parce que la plante justement, elle se porte bien, elles ont colonisé tout l'intérieur du pot, il y aura moins de place pour le substrat, pour l'eau, et donc à ce moment-là, il faudra penser à élargir un peu, sans exagérer. Hein. Donc, globalement, on dit que les plantes, les petites plantes, là, peuvent être rempotées tous les ans. Tandis qu'une plante déjà un peu plus grosse, c'est un ficus qui fait 2 mètres de haut. Si tu as un ficus qui fait 2 mètres de haut, il peut rester 3-4 ans et pas toujours, son pot. en plus facile, il y a des plantes qui prennent une importance incroyable. Alors ça, c'est les signes donc, qui sont difficiles à rempoter, c'est ça que je voulais dire, quand c'est vraiment des gros... Les signes, ça c'est une chose, et puis alors surtout, c'est choisir alors après le bon contenant. Oui, là, il y a un peu tout, et depuis des années, là maintenant, aussi on en avait parlé, les plastiques sont en train de revenir un peu à l'honneur. Classiquement, c'était le pot de terre cuite, quoi. Mais le pot de terre cuite, il dessèche, ça dépend de nouveau. Là, ça va demander un peu plus d'entretien, des arrosages plus fréquents. C'est lourd, et donc... mais c'est pas trop un souci. Je veux dire, si déjà on prend les précautions de base par rapport justement rempotage au bon moment, choix. Quand tu dis bon moment, c'est quand la plante en a besoin. C'est pas la saison. La saison, c'est pour les plantes d'intérieur du moins. Oui. Choix d'un substrat adapté évidemment. Ça c'est très important. Quand on a une plante qui a besoin, et ça on le voit de toute façon, si le substrat d'origine comporte des petites billes d'argex, comporte des éléments pour aérer le substrat, il ne faut pas venir lui remettre un machin bien lourd. On va arroser, et puis là, de nouveau, il y a un risque d'asphyxie des racines. L'asphyxie, oui, c'est pas... Encore une fois, c'est pas ça. Non, au niveau des terreaux, en jardinerie, maintenant, tu trouves beaucoup de choses. Hein. Donc, en fonction... On sait être vraiment bien conseillé par rapport à ça. Et quand je disais le contenant aussi, Damien, je voulais dire, est-ce que c'est possible, à un moment donné, de faire une erreur si on met dans un contenant trop grand pour la plante? Ou pas spécialement? Pas une grosse erreur, mais... Disons que la grosse erreur, ce serait, par exemple, de sortir ta plante que tu vas rempoter toute sèche de son pot, tu la remets dans un pot bien plus grand, et puis tu te dis, comme ça, je vais lui remettre, Fabien parlait de surarrosage, je vais lui remettre 3 litres d'eau, et comme ça, je suis tranquille pour 2 semaines. Non, parce que là, il faut le temps que les racines de la plante s'adaptent tout doucement à leur nouvel environnement, et qu'elles n'arrivent pas dans un milieu sursaturé en eau. Alors très important aussi, quand on sort la plante de son pot, c'est de regarder au niveau des racines si elles n'ont pas tourné en rond. On appelle ça du chignonnage. Donc les racines dans le fond du pot tournent en rond. Il faut qu'on ait un chignon. Il ne faut pas de chignon. Et donc là, soit on arrive à démêler justement ce chignon, soit carrément on peut couper avec un sécateur, avec un voilà, parce que ça, c'est pas bon, couteau. Quoi. Parce qu'en fait, ça va obliger la plante à aller rechercher, à recoloniser son nouveau substrat et à ne pas rester comme ça, à tourner en rond. Et c'est le cas même pour les plantes d'extérieur, les plantes vivaces, les arbustes qu'on va acheter en conteneur. Si au moment de les remettre en pleine terre, on voit que ça tourne en rond, il faut faire la même chose. D'accord. Et alors, est-ce que c'est possible qu'une plante ait trop d'engrais? Est-ce qu'on pourrait, si on en met trop, ou ça n'exige jamais ça trop? Si. Ah oui. Il faut faire très attention. Un engrais, c'est du sel, vas-y. Il faut faire très attention, même par exemple, pour les orchidées, je reviens dessus, si on utilise une concentration trop élevée et que le substrat s'assèche trop vite, la concentration en sel de l'engrais va devenir beaucoup plus importante et ça va brûler les racines.
Moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de toujours diluer encore une fois par rapport à la dose prescrite. Ah oui, comme d'accord. ça, on est tranquille. On est sûr de ne pas en faire de trop. Donc plutôt diviser que de multiplier. Oui, diviser ça, par deux la dose prescrite. Oui. Ok. Moi, j'avais encore une dernière question. Je ne sais pas si vous avez des précisions, mais est-ce que les plantes qui ont des feuilles quand même assez larges, est-ce que c'est intéressant de laver les feuilles? Oui. Ça les dépoussière. Ça leur permet donc de respirer plus facilement, de faire leur photosynthèse plus facilement aussi. Voilà, donc c'est intéressant aussi. La poussière, on l'enlève. Et la fumée de cigarette, bon, mauvais? Là, c'est pas terrible. C'est pas mauvais pour nous. C'est pas bon pour nous, donc c'est pas bon pour elle. Ok. Un autre conseil? Ou amusez-vous peut-être? C'est ça? On va conseiller aux gens de s'amuser. Surtout bien choisir en fonction de son intérieur. Et puis, oui, voilà, je crois que c'est un peu comme avec un animal. On a des affinités, on a... donc il y a des plantes avec lesquelles... On en revient, si tu vis en appartement, tu ne vas peut-être pas prendre un gros chien qui a besoin de courir. Et de la même manière pour je prends la plante adaptée à mon intérieur et à mes envies. Il vaut mieux finalement prendre juste quelques plantes, essayer d'abord de les soigner le mieux possible, et puis au fur et à mesure, c'est comme ça que ça arrive, les collectionnistes, on multiplie, et puis on change aussi, voilà. D'accord. Et voilà, et ne pas hésiter à prendre conseil aussi, parce que je crois que là on l'a bien compris, c'est pas une chose tellement vaste. Oui, c'est très vaste, et donc du coup c'est compliqué. Merci. Oui, justement, par rapport au conseil, je vais revenir sur Horti Découverte le 19. Là, on pourra en avoir. On pourra en avoir, même si les gens qui feront, les producteurs ne sont pas ils n'élèvent pas ce genre de plantes. Il y aura en fait, en principe, quasiment chez chacun d'eux, un fleuriste et un entrepreneur de parc et jardin. Donc là, vraiment, il y aura toute la gamme de conseils disponible. Super. Donc, Horti Découverte, c'est 19 avril. 19 avril. De 10 à 18 heures. Et hortidécouverte.be pour toutes les infos. Pour les infos. Merci Damien, merci Fabien, et joyeuse Pâques. Oui, bonnes vacances. On se retrouvera avant l'été, certainement. On trouvera quelque chose. Oui, on trouvera quelque chose pour se revoir. Oui. Voilà. Nous, on se retrouve dans quelques instants. On va écouter, regarder Louisville Slugger. Et puis, c'est Hélène qui sera avec nous. Et là, on apprendra à reconnaître les différentes essences de bois. À tout de suite. Treat your girl, then I can give you all the loving in the whole
sticky sheets. Don't wake up until the morning. Stay over all night and be tired to go out for weeks on end. Love to you. Thank you. We were Louisville Slugger. C'est avec plaisir que j'accueille Hélène Quenon, donc qui est co-gérante du troc de Namur. Voilà, du troc de Namur. Bonjour Hélène. Bonjour Corinne. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors ça va être un petit peu différent des autres fois. Donc tu n'es pas venue avec plein de produits, plein de choses à tester. Ça ne sentira plus mauvais. Voilà, ça sent. D'ailleurs, on s'est installé au salon. Et cette fois-ci, en fait, tu vas nous apprendre à reconnaître les différentes essences de bois. Oui. Pourquoi? Parce que quand les clients viennent au magasin, c'est extrêmement difficile pour tout le monde en fait de pouvoir reconnaître l'essence d'un bois. Tout à fait. Et en fait, en fonction de l'essence, il y a des utilités qui sont différentes et des longévités qui sont différentes aussi. Et des prix. Et des prix et des looks aussi. Donc ici, j'ai repris, j'ai piqué à ma tante sa collection de couteaux. Magnifique collection de couteaux, hein, quand même. Pour pas transporter 20 000 meubles. Donc tous les résineux, donc sapin, on n'a pas. Parce que c'est trop fragile pour faire des manches de couteaux. Mais ça nous permettait d'avoir une gamme assez variée de matières, de couleurs et aussi de poids. Et c'est ce qu'on verra aussi au fur et à mesure de la présentation des différentes essences. Alors, on va commencer avec un arbre fruitier. Oui. Qu'on ne s'attend pas nécessairement à retrouver. En tout cas, tu vas nous dire quelle est l'utilité de cet arbre fruitier. Oui. Donc, en fait, sur tous les couteaux, je vais te le donner déjà. Tiens. Donc, ça, voilà. C'est le pommier. Donc, le pommier a une couleur un petit peu, normalement, beige clair, si on le retourne, avec des veines rouges. Donc, ici, on voit vraiment, ça, c'est la couleur majoritaire, normalement, de la couleur du bois de pommier. Oui, on voit bien ici aussi. Oui. Et le rouge, c'est les veines. On va le découvrir également en images. Donc en fait, ce bois de pommier, donc je vous ai fait une petite fiche, j'ai remis les arbres parce que le pommier, ça tout le monde sait à quoi ça ressemble, mais il y en a certains où c'était un petit peu plus difficile. Donc j'ai repris aussi la densité. La densité, c'est quoi? C'est le rapport entre le poids et le volume. Et donc par exemple, pour le pommier, pour un volume de 1 mètre cube, on doit avoir 500 kg de bois. Et on peut passer à l'extrême, qui est dans cette boîte, il y a des bois encore plus lourds, avec le gaillac, où on a 1,15 tonne, voire 1,50 tonne pour le même mètre cube. Ouf, donc oui, on passe vraiment d'un bois plus léger, le sapin et le pin, c'est vraiment beaucoup plus léger, à des bois beaucoup plus lourds. Donc ça, c'était pour le pommier. Alors le pommier, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, la valeur des pommes a beaucoup plus de valeur. Qu'est-ce qu'on peut en faire avec, en fait? Donc c'est pour ça que finalement, il est peu utilisé. On préfère le garder en tant qu'arbre fruitier. Oui. En tant qu'arbre fruitier, malgré tout, on peut retrouver des manches d'outils qui sont faits avec ce bois-là, parce qu'il est assez résistant et en même temps, il est assez léger. Donc ça, c'était pour le pommier. Alors la petite histoire, c'est aussi l'arbre de vie, l'arbre du destin. Ça fait référence à Adam et Ève dans le jardin des Hespérides avec la fameuse pomme. Donc, et on verra au fur et à mesure, j'ai essayé de retrouver les significations symboliques. C'est vrai, il y a une petite histoire et un petit symbole pour chaque? J'ai essayé. Il y en a 2, 3 où c'était un peu plus difficile. Alors le bouleau, son symbole, c'est que beaucoup de gens y sont allergiques. Et c'est l'arbre aussi des écoliers, parce que on raconte qu'avec les rameaux de bouleau, donc je te passe ici l'exemplaire, donc cette partie-ci est totalement atypique par rapport à la planche du bouleau. Donc pour la densité, là on passe de 0,50 à 0,70, donc 500 kg par mètre cube, 700 kg par mètre cube. Donc ici on voit que c'est un bois, le bois est un petit peu... C'est très joli en fait. Oui. C'est quelque chose, il y a beaucoup de dessins de ce côté-là, mais si on le retourne, on retrouve vraiment les caractéristiques majeures du bouleau, à savoir un bois blanc qui est nuancé avec du beige et alors du rose très très pâle. C'est un bois qui est magnifique,
qui n'était pas utilisé au départ pour son bois, mais pour son écorce, parce qu'on écrivait sur les écorces du bois de bouleau. D'où justement l'arbre des écoliers. L'arbre des écoliers, en fait, c'est plutôt l'arbre qui sert à écrire, et l'arbre des écoliers, c'est parce que les punitions étaient faites avec un rameau de bois de bouleau. C'était très sympa. Amusant. Et ça, on l'utilise pour la menuiserie en règle générale, mais alors aujourd'hui, on l'utilise nos cure-dents. La baisse-langue chez le médecin et le bâtonnet de glace, c'est fait généralement en bois de bouleau. D'accord. Léger, donc plutôt... Oui, ouais. Léger, facile à travailler, donc vraiment... Et pas cher Pas cher, tout dépend de la qualité aussi, et tout dépend aussi de où on l'a pris dans l'arbre. Donc plus on monte, moins le bois est de bonne qualité, entre guillemets, pour ce genre de travail, et moins cher. Et donc la densité aussi, donc plus on monte, plus la densité du bois est légère. D'accord. Le châtaignier, donc voilà, on est de nouveau sur un arbre fruitier. Donc on va voir le manche du couteau. Voilà, s'il te plaît. On sent quelque chose de plus lisse que le bouleau. Oui, il est très fin, il a un grain vraiment homogène, une fibre homogène. Donc par fibre, on entend les espèces de stries, les petites lignes. Donc ici, on voit qu'elles sont bien régulières, bien droites. Alors le châtaignier a une couleur... On voit l'homogénéité parce que quand on le retourne, effectivement... Enfin là, on voit quand même que c'est un peu plus foncé. Oui, c'est un peu plus foncé. Pourquoi ? Parce que le châtaignier, à la lumière et au soleil, va changer de couleur en majorité, comme tous les bois, mais lui particulièrement. Mais ça reste un bois qui est très très beau, donc il est de couleur beige clair, si on peut dire. Et alors, il y a des petits reflets rosés. On peut même parfois avoir des reflets verts. D'accord. Alors, ce qui est sympa pour le châtaignier, donc nous, au magasin, on a des chaises en châtaignier et des chaises en chêne. Esthétiquement, c'est exactement la même chose, mais au point de vue poids, c'est la moitié du poids. Donc, c'est plus sympa pour les personnes âgées. Et de toute façon, on est toujours aussi bien assis, mais c'est juste le poids qui varie. D'accord. Et au niveau de la solidité ? Solidité, c'est quelque chose qui est assez résistant, pas aussi résistant que le chêne, mais qui est quand même de très très bonne qualité. Alors pour ça, pour le châtaignier, oui, on fait des meubles, on va faire de la menuiserie extérieure, on va faire des lambris aussi, des tonneaux. Vraiment, l'usage est assez varié. Et alors pour la petite histoire du châtaignier, c'est l'arbre du pauvre, parce que c'est l'arbre à pain, parce qu'on l'utilisait autant pour son bois que pour son fruit, les châtaignes. Et donc c'est un arbre qui était fortement apprécié. D'accord. On passe à l'érable. Ah oui, l'arbre aux hélicoptères, parce qu'effectivement, il y a des petites... Des samas. Oui. Alors, l'érable, il est ici. Donc, de nouveau, on monte dans la densité, sauf que là, on passe d'une densité de 0,30 à 0,80. Pourquoi ? Parce que ça dépend de nouveau d'où on a été chercher la partie du bois. Il est clair, celui-ci. Il est très clair. Donc, c'est toujours un brun jaunâtre clair, voire rougeâtre. Donc on voit dans le bois des espèces de petits reflets un peu rosés, un peu rouges. Donc c'est caractéristique du châtaignier. Donc lui, on va l'utiliser pour des planchers de gymnase. On va l'utiliser pour faire des planches de skate. Donc il est plutôt solide. Il est plutôt solide et il est quand même assez souple aussi. Oui, donc ça permet d'avoir une bonne résistance, mais pas non plus d'avoir un bloc en béton en dessous de soi. Et alors on fait aussi des instruments de musique avec lui. Et c'est l'arbre de l'indépendance, l'arbre de la liberté que le Canada a pris comme symbole. Comme symbole, oui. Le buis, alors là, voilà quelque chose d'étonnant, parce que le buis, c'est plutôt un arbuste, du coup. Donc on ne s'attend pas à utiliser nécessairement sa matière. C'est joli, c'est très clair. C'est très très clair, c'est vraiment un bois qui est magnifique, avec un grain fin et très serré. Donc là, on part en 0,70, 0,80. Donc par rapport ici au pommier, on était à 0,50. Donc déjà, on monte au point de vue poids. Lui, on va faire des objets plus utilitaires. Donc on peut faire des instruments de musique, on peut faire des outils. Mais alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'on l'utilisait pour faire des caractères d'imprimerie au XVe siècle. Et c'est le bois de l'éternité. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours vert. C'est ce qu'on retrouve devant les églises principalement. Il a une croissance très très lente, donc l'explication est là aussi. On ne va pas faire forcément des meubles en buis. Pourquoi ? Parce que la matière, il n'y en a pas suffisamment en grande quantité. Oui, comme on le voit dans l'image, effectivement, comme on le disait, c'est un arbuste. Oui. Et du coup, on n'a pas des gros troncs. Non. Oui.
Non, il peut vivre plusieurs siècles. Et vraiment, la croissance est très, 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 très lente. Ensuite, alors, le padouk. Le padouk ou le bois corail. Donc là, quand on va retourner sur la boîte, on verra que déjà, cette couleur-là ressort vraiment du lot. Donc, il a déjà foncé parce qu'il a été exposé à la lumière. On ne connaît pas et à nécessairement l'air. tout ça. Pardon ? On ne connaît pas nécessairement comme Non, ça. mais jusqu'à présent, c'était des arbustes ou des arbres qui poussaient en Europe. Ici, c'est un arbre qui va pousser en Afrique équatoriale. Donc, on ne le retrouve pas chez nous. Peut-être qu'un jour, avec les progrès, on y arrivera. Mais c'est un bois qui est magnifique de par sa couleur. Et donc, quand on verra l'image, on le voit sur la coupe en quartier. Le cœur est vraiment un peu rubis, rouge étincelant. Et au fur et à mesure du temps, comme je le disais, comme on le voit sur le couteau, eh bien, il va commencer à foncer. Et avec ça, on fait des terrasses, des planchers, et ce genre de choses. justement, des planchers chez nous, et au niveau du cou, parce que c'est super joli. Ça me plairait bien, moi, avoir un plancher dans ces tons-là. Eh bien, je l'ai fait chez moi. C'est vrai ? Oui. Parce que je voulais un bois qui soit assez chaleureux et qui puisse rester naturel. Donc, je l'ai huilé. Je ne voulais pas du chêne parce que c'était déjà vu. C'est moins cher que le chêne. C'est vrai ? Et la et qualité aussi solide est top. Aussi solide. Le test, c'était est-ce que mon Jack Russell peut faire des dérapages sans griffer mon plancher. C'est vraiment un très, très beau bois qui vieillit bien, qui change bien de couleur, qui est harmonieux. Il y a quand même encore des petits dessins dedans. On en trouve quand même partout. Hein. Oui. Enfin, si, on en trouve, en tout cas... Oui, au départ, on ne nous le présente pas nécessairement, parce qu'il est parce que c'est un bois intéressant exotique. de savoir. Ah, le genévrier, là encore, on est dans un type arbuste, du coup. Oui, alors ça, le genévrier, on est à 0,75, 0,85. C'est un magnifique bois. C'est très, très beau. Ouais. Que je ne connaissais pas spécifiquement. Et alors, on voit les petits dessins, on les voit mis encore de l'autre côté. Voilà. Il est très dur, on l'appelle l'ennemi de la tronçonneuse, mais c'est sa petite légende parce qu'il y a des bois qui sont beaucoup plus durs que le sien. Donc il est brun clair rosé, le bois de cœur est brun rougeâtre. Et alors on va faire des linteaux de porte avec lui, des plaques, des objets anti-insectes. Pourquoi ? À cause de son odeur. Et c'est aussi un antimite. Mais d'une manière générale, on avait déjà l'odeur de toutes les plantes que Fabien et Damien nous ont amenées, mais du coup, avec le bois, on a aussi une odeur... spécifique, ça se marie bien, c'est vraiment très chouette. Et lui, là, pour la petite histoire... Petit paillet, un petit côté poivré ou... Ça te rappelle pas tes crayons d'enfance ? Si, un petit peu. Oui, mais j'ai essayé de chercher dans mon pot de crayons à la maison. Les crayons actuels, je ne sais pas en quel bois c'est fait, si j'ai une petite idée, mais... À la base, c'était en tilleul et puis en genévrier. Voilà. Et ça avait ce petit côté odorant et ce petit côté sympa. Alors donc, lui, la petite histoire, oui. Oui, il était utilisé pour faire la toilette des morts par les Grecs et les Romains. En fait, en chauffant le bois, on arrive à retirer une huile qui s'appelle l'huile de cade. Ça servait à faire la toilette. Des morts. Nous, on l'utilisait après pour les crayons. Mais... Et qu'on parle d'huile, le prochain, c'est pas du bois qu'on va chercher l'huile, mais c'est du fruit qui porte en tout cas, puisque c'est l'olivier. Oui, tout à fait. Donc l'olivier, ça, c'est assez connu. Donc de nouveau, on avance dans la densité. Aussi, hein. On voit, on voit d'abord effectivement sur la photo à quoi ressemble l'olivier, mais on voit effectivement qu'il y a beaucoup de... C'est très rainuré en fait. Hein. Oui, il est brun or jaune avec des bandes claires et des bandes plus sombres. Sa texture est très très fine. Les fibres sont par contre irrégulières, mais c'est ce qui lui donne son charme aussi. Avec lui, on va faire des objets utilitaires. Donc on va, ici j'ai ramené un petit objet pour travailler le cuivre. Ça a été fait le cuir vrai. Non, le cuir. Le cuir, pardon. Le cuir, c'est pour faire des trous et des choses comme ça ? Pour faire des trous, pour passer après l'aiguille avec le fil. Et donc, comme c'est un bois très solide, on l'utilise. On a créé des objets. Dans les sculptures aussi, beaucoup de sculptures. Oui, en olivier, on peut retrouver des bols, des planches. C'était assez à la mode aussi. Et c'est un bois qui est vraiment résistant et qui est assez sympa. On fait même des ceintures. Oui. Oui, je me souviens que mon frère avait une ceinture en bois d'olivier qu'il essayait de refiler à tout le monde et que personne ne voulait. Il l'a peut-être toujours. Il l'a peut-être toujours. Un collector. Voilà.
Et pour la petite histoire, c'est le bois de l'amitié, de la paix, de la récompense, de la victoire, ça on savait, et de la fidélité. Alors amitié, paix, récompense, victoire, c'est Noé qui a reçu un brin d'olivier pour signifier que le déluge était terminé. Les vainqueurs des Jeux Olympiques recevaient un rameau d'olivier qui poussait à côté du temple de Zeus. La fidélité. Il y a eu le pieu d'Ulysse pour tuer le cyclope. Et alors la fidélité, c'est le lit de Pénélope, la femme d'Ulysse, qui est quand même partie pendant 20 ans et qui lui est restée fidèle. Et du coup, il s'est devenu l'arbre de la fidélité. Ah ça peut bien. Hein. Le vinaigrier, sumac. Alors le vinaigrier sumac, j'ai cru que c'était une blague en me disant vinaigrier, il n'y a pas d'arbre. Mais effectivement, si, il y en a un. Il y a différentes sortes de vinaigrier sumac et généralement, ici sur la photo, vous le voyez, ces fruits sont un peu rouges et font comme une hampe. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le sumac à queue de renard. Donc il a un fond qui est quand même assez grisâtre comparé aux autres. Donc si on reprend le buis qui est beaucoup plus doré à côté, et le vinaigrier qui est un petit peu plus gris, plus vert, le contraste est là. Lui, on l'utilise uniquement pour de la marqueterie. Donc la marqueterie, c'est faire un dessin en contreplaqué sur une autre planche de bois. D'accord. Et pour quelle raison ? À cause de sa couleur. Donc dans la marqueterie, on va essayer de reproduire un dessin sans teinter vraiment les pièces. On va les brûler, on va les utiliser telles quelles. Et lui, comme sa couleur est assez spécifique, ça peut donner un beau rendu quand on fait un dessin, que ce soit une forme géométrique ou des fleurs ou ce genre de choses. D'accord. Et pour la petite histoire, y a pas... sauf qu'on fait de la limonade avec ses fruits. De la limonade qui est un peu amère. D'accord. Du vinaigrier, à mon avis. Non, j'ai pas goûté. Un vinaigre, c'est plutôt acide qu'amer. Mais Et puis là, on a l'amourette, ou l'être moucheté. Alors, l'amourette, c'est... en anglais, on appelle ça le letterwood. Donc, l'amourette est ici. Donc, on est dans l'avant-avant-dernier. Donc on est déjà ici. Ça c'est marrant, hein. Oui. Ça c'est vraiment, on dirait un petit peu léopardé ou. Mais c'est le premier des trois qu'on va voir après qui ne flotte pas. Donc c'est un bois qui ne flotte pas tellement il est dense. Donc ici on est à 1,05 et à 1,15 par mètre cube, donc ça fait 1,15 tonne par mètre cube, ce qui est quand même assez élevé. Et on voit ici tous ces dessins, effectivement. On voit tous ces dessins, d'où le nom lettre mouchetée. C'est vraiment un bois qui est magnifique, qui est noble. C'est quoi un bois noble ? C'est un bois qui est rare, qui est précieux. Et donc, voilà, il n'est pas... Trouver un meuble en amourette... C'est difficile. Ça peut exister. Des petits objets, peut-être qu'il y a un amoureux fou. Ah oui, tu dis qu'il y a des petites pièces en fait, comme un stylo. Donc un stylo, on en parlait. Ça peut être des couteaux comme ici. On peut faire des bijoux aussi avec ce bois-là, puisque il donne très bien. Il a en soi une petite personnalité, des petites caractéristiques qui peuvent être mises en évidence. Mais des meubles, non. Non. On peut. Trop rare, et donc du coup, ce serait cher. Ouais. Mais bon, il existe des meubles en ébène, donc pourquoi pas. Et aussi, je suis sûre qu'il a une... Oui. Pardon. Et aussi avec l'amourette, on peut faire des archets de violon. D'accord. Et je suis sûre qu'il a une belle petite histoire avec un nom comme ça. Mais juste que c'est letterwood, on l'utilisait également pour faire les caractères d'imprimerie. Donc je t'ai dit certains où j'ai pas trouvé la petite histoire. Et ce bois-là, on le trouve pas chez nous, on le trouve en Guyane, au Suriname ou au Guyana. D'accord. Alors un très connu. Très connu en tout cas pour certains objets, l'ébène. Le bois de l'enfer. Du coup, ça casse un peu. C'est le bois de l'enfer du passage vers les ténèbres à cause de sa couleur. Donc ça, c'est un bois d'Afrique tropicale. On a 1,15, 1,25. C'est vraiment un bois qui est très, très solide. Sur la tranche de coupe, on voit c'est vraiment... marrant là, de voir que c'est complètement noir derrière l'écorce. Oui, mais comme le bois de corail qui était rouge à l'intérieur, lui, c'est noir. On va faire des touches de piano, on va faire des manches de couteau, des pièces d'instruments de musique. Il y a quelques meubles qui ont été faits. Mais je t'invite... parfois aussi les pièces des jeux d'échecs, non ? Oui, les pièces de jeux d'échecs. Ça, on les fait aussi avec... L'ébène pour le noir, mais alors du coup, le blanc. Le buis et l'olivier. Non, ça, je ne sais pas. Le buis-olivier qu'on teinte, alors ? Je pense que c'est avec le buis. En tout cas, le jeu que j'ai chez moi, c'est avec de l'ébène et du buis.
Et du coup, tu as vraiment la bonne distinction entre le Ouais, noir voilà, et le blanc. voit ici, voilà. Et oui, effectivement, ça fait tout à fait penser à la coloration Des pièces de jeux d'échecs ou d'échecs. jeux de dames. Oui, tout à fait. Oui. J'essaie de ne pas te couper. Alors, l'arbre peut faire jusqu'à 30 mètres. J'ai trouvé ça assez fascinant. Et son fût, donc le tronc sans qu'il y ait de branches, 10 mètres de haut pour un diamètre d'1 mètre. Ouf. Ce qui peut être énorme. Ouais. Alors, pour te montrer le poids, je t'ai ramené un cadeau de ma petite sœur, qui est une petite boîte en ébène et une boîte en bois simple. Et on sait quel bois? Non. Voilà. Mais celui-ci Non, est parce en qu'il est ébène. teinté. Et donc, juste Alors, pour à ce moment-là, je fais ça. Effectivement, on sent une différence de bois. L'ébène est beaucoup plus lourd. L'ébène est vraiment très, très lourd. D'où faire un meuble en ébène, on a intérêt à avoir de bons déménageurs. Oui, effectivement. Et du coup, en fait, aussi, est-ce que le fait de la densité, ça le rend plus difficile à travailler? Ça le rend plus difficile à travailler puisqu'il est moins tendre. Et donc, ça demande un effort particulier pour arriver à avoir de beaux détails dans le bois. Ok, donc quand on pense justement parfois à des magnifiques pièces de jeux d'échecs, si c'est en ébène, ça demandait tout un Ça travail. demandait vraiment quoi. beaucoup d'efforts, d'où le prix aussi, parce que la personne a passé beaucoup de temps, n'a pas raté son coup non plus pour sculpter. Ou si elle l'a raté, en tout cas, du coup, forcément, ça revient cher. Alors c'est un bois qui va scintiller aussi à la lumière, parce que là je vais reprendre mes notes pour pas dire de bêtises, parce qu'il y a des cristaux d'acide oxalique à l'intérieur, ça lui donne son côté soyeux. Donc là la boîte elle n'est pas traitée, elle a juste été polie avec un chiffon. Et c'est suffisant. Et c'est suffisant. Par contre l'autre boîte à côté, c'est une teinture, et dans la teinture il y a le petit côté un peu verni qui a été placé. Bois de l'enfer, oui, à cause de sa couleur. Donc voilà. D'accord. Le gaillac ou bois de fer, et non de l'enfer. C'est l'arbre de la force. Donc il a une couleur aussi qui est assez spéciale. Oui. Parce on dirait qu'il y a un peu du vert dedans. Oui, exactement. Il passe du brun au vert. On aime ou on n'aime pas, de nouveau. C'est aussi un bois qui vient d'Afrique, des zones tropicales, comme les Antilles et le Venezuela. Donc on a 1,15, 1,50. Donc imaginez une tonne 500 dans un mètre cube, c'est quand même énorme. C'est énorme. C'est un des plus denses, un des plus durs. Et du coup, avec celui-là, on va essayer de faire des pièces de taille réduite qui nécessitent justement la résistance de ce bois-là. Donc on va l'utiliser aussi en bijouterie, on va l'utiliser pour des maillettes sculpteurs ou les poulies de construction navale, qui doivent vraiment être résistantes et faire du coup, un meuble, office. effectivement, là, il faut vraiment des vrais bons déménageurs. Oui. Pour un treuil, Je vois pas trop l'intérêt, mais... Je vois que tu as amené une petite réglette. Tu n'as peut-être pas fini sur le bois de fer. Si, j'ai fini. Mais les réglettes, c'était, pour reparler, c'était les réglettes... On est dans le bois de châtaignier. Ah oui, pour les instruments au niveau de l'école. Voilà. Voilà, on avait aussi la petite règle... Avant de... Oui. Mieux que le plastique. Oui, effectivement. Et c'est sympa. Ça garde un côté... allez. Plus authentique. Plus authentique, oui. Ça a du charme, oui. La petite règle en bois. Avant de parler des bois justement qu'on peut trouver à Namur, un petit mot sur le chêne, parce que du coup on n'en a pas parlé, avec lequel on fait pas mal de planchers, de meubles, de pordes, enfin on fait beaucoup de chênes. Oui. Donc le chêne, en fait, pas beaucoup de choses en chêne, pardon. C'est le bois qui est le plus répandu chez nous, le bois noble le plus répandu. Donc ça veut dire qu'il a une densité de 1. Enfin, il y en a qui ont des densités de 600, mais de nouveau, plus on monte, plus la densité est faible. En règle générale, donc le chêne rouge fait une densité de 1. Donc c'est un bois qui est vraiment extrêmement solide pour un bois de chez nous, puisque quand on est passé dans les bois qui ne flottaient plus, on n'était plus chez nous. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sympa. Et du coup, on le retrouve quasi dans tous les meubles de qualité qu'on a. C'est vraiment un must-have et un incontournable. Et le plancher. Et les planchers. Sauf chez toi, Hélène. Non, sauf chez moi. Voilà. Mais du coup, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Du coup, le chêne, tu m'avais demandé des petits renseignements. J'ai regardé aussi, donc ici on a un des plus lourds. Le bois le plus léger, c'est pas le bouchon, enfin le liège. Le bouchon de liège. C'est pas le bouchon de liège, mais c'est un bois cubain
qui fait 44 kilos au mètre cube, alors que le bouchon de liège fait 240. Donc il y a vraiment des extrêmes énormes entre les bois. Effectivement, et donc pas chez nous non plus puisqu'il est à Cuba. Il est à Cuba, et le bois le plus lourd est de nouveau en Afrique. Et par contre à Namur, vite avant de se quitter, il y a effectivement des arbres qu'on peut retrouver, sur Namur, ceux qu'on retrouve beaucoup. Oui, en cherchant un petit peu sur les bois, je me suis dit c'est sympa, on parle de bois qu'on a transformé. Nous, on a encore beaucoup de beaux arbres chez nous. Il faut savoir que la Belgique est vraiment assez bien peuplée au point de vue arbre. Je pense que c'est 23% de notre surface qui est peuplée par des arbres. Et du coup, oui, c'est pas mal. Et sur Wikipédia, j'ai retrouvé la liste des arbres remarquables qu'on peut encore aller voir. Et du coup, j'ai sélectionné ceux qui étaient à Namur. Et donc, il y en a, je ne me suis pas amusée à aller tous les voir, mais ça peut faire des petites promenades un petit peu sympas. Oui, le châtaignier du château de Franc-Ouaret. Voilà, l'occasion d'aller voir le château en même temps. Le tilleul du cimetière de Méan, voilà, chouette visite à faire pendant les congés de Pâques avec vos enfants. Pourquoi pas Tu as une autre idée Ah oui, la chapelle Notre-Dame du Bon Secours à Oisy, c'est des tilleuls également. Et puis, il y a celui du service de l'archéologie de la citadelle de Namur. Ouais. C'est un beau être aussi. Donc, il y a pas mal de belles choses dans la région à aller voir. Voilà, et pas seulement transformé, mais encore à l'état brut. Voilà, encore une bonne idée. On en parlait justement hier avec Anouk, des idées à faire, d'activités à faire avec les enfants pendant les congés de Pâques. Eh bien, voilà. Et sur ce, Hélène, je te souhaite de joyeuses Pâques. Merci à toi aussi. Voilà, une bonne chasse aux œufs. Merci. On se retrouve le mois prochain pour d'autres aventures. Et moi, du coup, je vous quitte 15 jours également. Et je vous souhaite d'excellentes congés de Pâques. Profitez-en bien. Reposez-vous. Et puis, mettez également un petit peu de folie dans votre vie. Et à dans 15 jours.